J'ai 100% Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire plus de 300 jours in-game et 120 heures de jeu, durant lesquelles j'ai décidé de tout faire sur les jeux, littéralement tout. Donc, faire les 4 baies divines, récupérer les 18 souvenirs, faire toutes les quêtes, activer toutes les tours, faire les 120 sanctuaires, récupérer les 900 graines de Korogu, compléter la carte à 100%, récupérer toutes les tenues et les améliorer au maximum, et encore plein d'autres trucs. On continue donc la série de vidéos où on 100% tous les jeux de la licence Zelda. Et donc, après ma découverte de The Wind Waker, j'ai décidé de m'attaquer à Breath of the Wild, car j'étais complètement nostalgique de ce jeu. Désolé pour ceux qui attendaient le 100% de Twilight Princess, mais la vidéo attendra. Bref, c'est une vidéo qui m'aura pris énormément de temps et que j'ai traîné depuis celle de Wind Waker. Donc n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. À 200 likes, je m'engage à faire la même vidéo mais ce coup-ci sur Tears of the Kingdom, que je n'ai pas encore terminé. Sur ce, on est parti. On ouvre les yeux dans une obscurité presque totale, baignée par une lumière bleutée. On était allongé dans une sorte de bassin, au cœur d'un lieu étrange et mystérieux. Mais une voix douce et lointaine nous appelait, nous demandant de nous réveiller. Tandis qu'on se levait, encore faible, on remarqua un objet posé sur un piédestal. Une tablette étrange nommée Tablette Sheikah, qui nous servira de guide tout au long de notre aventure. La porte devant nous s'ouvre et donc on sort du sanctuaire. En franchissant la sortie, on se retrouve face à un panorama spectaculaire. Un monde vaste et ouvert s'étendait à perte de vue. Bref, 7 ans plus tard, toujours une des meilleures intros all time. Au pied d'une colline, on rencontre un vieil homme au regard sage. Ce dernier nous explique qu'on se trouvait sur le plateau du Prélude, un lieu isolé et ancien. Il mentionne aussi un mal mystérieux, Ganon, une entité maléfique qui avait ravagé le royaume d'Hyrule il y a 100 ans. On entreprend donc d'aller explorer le plateau, suivant les conseils de l'homme. Très vite, on découvre un premier sanctuaire. En entrant, on active un mécanisme grâce à la tablette Sheikah, qui nous confère des pouvoirs étonnants. On récupère donc notre premier pouvoir, le magnétisme, qui nous permet de soulever des objets. On explore donc le plateau du Prélude en récupérant les premiers Korogu de notre aventure, parce qu'il faut bien s'y mettre, il y en a quand même 900 à trouver donc ça se fera pas comme ça. Mais aussi, on récupère les 3 autres pouvoirs. Le stasis, qui peut figer des objets, les bombes, et le cryonis, qui peut créer un bloc de glace fixe sur l'eau. Après avoir exploré le plateau, et trouvé les 4 sanctuaires disséminés dans la région, le vieil homme réapparaît, mais cette fois, il dévoile sa véritable identité. Il était l'esprit du roi déchu d'Hyrule. Il nous raconte donc la tragédie qui avait frappé le royaume 100 ans plus tôt, lorsque Ganon avait ravagé le monde et pris le contrôle du château. Ce dernier restait encore une menace, emprisonné au château pour l'instant, mais prêt à semer le chaos. Le roi nous explique donc que nous sommes le héros, choisi pour restaurer l'équilibre, et qu'on devait se rendre au-delà du plateau pour commencer notre périple. En guise de récompense pour tous nos efforts, il nous remet un parapente, un outil qui nous permet de quitter ces terres isolées et de commencer notre grande aventure. Bon, du coup on est parti. Et les gars, pour info, j'ai vraiment fait une slow run pour bien profiter du jeu comme il se doit, car je voulais vraiment me détendre et enjoy le doux poulet qu'est Breath of the Wild. On arrive donc dans le grand monde d'Hyrule, où je récupère ma première tour qui me donne une partie de la carte. Ça nous permet aussi de faire notre première rencontre avec les gardiens. Bon, ceux-là ne sont pas mobiles, mais peuvent quand même nous one-shot, donc on fait attention. Mais j'ai parlé trop vite, et j'en croise un à pied qui me terrorise, sérieux, ils vont vraiment beaucoup trop vite, donc il me fume tranquillement. On récupère un petit cheval des familles, et en fuyant, on tombe sur notre premier sanctuaire. Et donc, par la même occasion, une fois qu'on a résolu le sanctuaire, on tombe aussi sur notre premier emblème du triomphe. Mais bon, ça fait que 1 sur 120, donc il y a vraiment du boulot. On va passer les quelques jours suivants à se promener. J'ai pas encore pris de direction principale, donc on va un peu là où le vent nous mène. On arrive à un refuge où on y retrouve ce bon vieux Terry, qui s'est un peu perdu depuis The Wind Waker, et ça nous permet aussi d'enregistrer notre premier cheval, et de vendre et récupérer quelques trucs, notamment en nourrissant un chien, ce qui nous amène directement à un coffre. Il y a aussi pas mal de bois qu'on récupère parce qu'on en aura un peu besoin pour plus. Sur notre chemin, on croise un autre sanctuaire, mais ce coup-ci, c'est une épreuve de force, où on se retrouve à affronter un gardien en 9vs1. Après, ce n'est pas un gardien de haut niveau, donc on le tabasse assez facilement pour récupérer le coffre et l'emblème. Je décide donc de rester dans cette zone pour continuer de chercher quelques Korogu pour commencer à avancer notre maxi quête de récolte. En fait, je vais essayer de raser zone par zone chaque partie de la carte pour être sûr d'avoir tout récupéré. Ce qui nous permet aussi d'explorer la carte à 100%, avec tous les lieux dits. Bon, ça respire un peu le tryhard, mais en vrai c'est giga agréable d'explorer les moindres recoins du jeu parce qu'il y a toujours des choses qui s'y cachent. Sur notre route, on active aussi une seconde tour qui nous augmente la visibilité sur la plaine d'Hyrule, qui est vraiment immense dans ce jeu. Et y a pas à dire, c'est à ce moment que je me rendais compte que les Korogu ça allait être la folie parce qu'il y en a vraiment partout, c'est trop. On croise aussi Cass, le perroquet, qui nous raconte un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans le royaume pendant le passé. Mais on n'a pas trop de temps à perdre avec ces petites histoires parce qu'on a des choses à faire. Je décide donc enfin de prendre la direction du village Cocorico, après avoir rasé la plaine et avoir déjà récupéré plus de 80 graines Korogu. Au passage, on se retrouve à récupérer les maracas de Noya pour lui rendre, ce qui nous permet de lui donner quelques graines Korogu, et qui nous permet aussi d'agrandir notre inventaire. Mais une fois cela fait, il repart donc vers les bois perdus, et on peut se rendre au village Cocorico. Et là, franchement, il n'y a pas à dire, ce que j'aime dans ce jeu, c'est l'univers avec les différents villages
village et les personnages les peuplant. On rencontre donc les Sheikah, le peuple de ce village, et donc aussi Impa, qui est la chef du village, et en même temps une ancienne amie à nous qui servait le royaume d'Hyrule. Elle nous raconte donc encore un peu l'histoire de ce qui nous est arrivé, que la princesse Zelda est au château pour contenir Ganon, afin qu'il ne se propage pas à travers tout le royaume, et donc il faut qu'on la sauve par la même occasion, et qu'on défasse Ganon aussi. Bon là je résume de zinzin mais vous avez compris. Du coup on active le sanctuaire du village, mais aussi la fontaine de la grande fée qui nous indique que ses sœurs sont elles aussi cachées aux quatre coins du monde. Cette fée nous permet d'améliorer la défense de nos tenues en échange de certains matériaux récupérables dans le royaume. Et comme vous le doutez, on va donc revenir ici à un moment ou un autre pour tout améliorer. On fait aussi les quêtes du village d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi quelques-unes dans ce jeu, hein, plus de 100, donc pour l'instant on s'occupe de celle du village. On est reparti pour faire un peu de gamberge dans les plaines d'Hyrule. Les bêtes divines pour l'instant elles attendront. Et j'avais pas trop pris la décision sur laquelle commencer. Donc on récupère une autre tour, on tabasse des monstres, on fait des sanctuaires et on récupère des Korogu pour nous détendre un peu parce que cette quête de héros c'est un peu stressant. D'ailleurs, après avoir escaladé la tour proche de notre prochaine destination, on se fait prendre par une lune de sang. Cette lune fait en sorte que tous les monstres que nous avons vaincus et éliminés reviennent à la vie. Ces lunes elles arrivent souvent quand nous avons tué énormément de monstres durant la journée. Mais bref, on arrive donc aux abords du village Athéno, où on retrouve des Iliens. Bon, sous la pluie donc, c'est pas très joyeux. Mais ce village, on a pas mal de choses à faire là-bas. Déjà, le sanctuaire qui nous permet de revenir ici dès qu'on le souhaite. Ensuite, on peut récupérer l'armure qu'ils vendent à la boutique, qui est une armure de chevalier ilien, et qui est beaucoup trop stylée. Enfin, on arrive au laboratoire de Proa. C'est la sœur aînée d'Impa. Oui, mais qu'elle a rajeuni suite à une expérience. Donc on l'aide à rallumer les flammes bleues du labo, et donc pour nous remercier, elle nous indique qu'elle nous améliorera les modules de notre tablette Sheikah en échange de pièces de gardien. Aussi, elle ajoute l'encyclopédie comme nouvelle fonctionnalité, qui est un peu le Pokédex de tous les objets, monstres et animaux du jeu, et donc bien évidemment, nous allons devoir le compléter. On termine la journée en allant faire 2-3 Korogu, ainsi que le sanctuaire de la mer de Necluda. Et franchement, on avance bien pour l'instant, et je prends grave du plaisir. Dans l'encyclopédie de la tablette Sheikah, on retrouve 12 photos enregistrées à l'intérieur. En retournant voir Impa, on apprend que ces photos sont en réalité des souvenirs que nous avons perdus lors de notre sommeil de 100 ans, car notre mémoire n'a pas été retrouvée. Elle nous indique donc qu'il faut qu'on les retrouve pour se rappeler de notre histoire. En prime, on a le personnage de Kagis qui nous donnera des informations plus précises sur les lieux où les trouver exactement. On se dirige donc vers le tout premier souvenir, qui nous replonge le jour de notre adoubement par la princesse Zelda, qui fait de nous son chevalier personnel avec les 4 prodiges derrière. Mais la princesse Zelda ne semble pas vraiment très heureuse de nous voir, mais bref, ça sera tout pour l'instant. Après tout ça, on retourne voir Impa qui nous parle que notre dernière rencontre avec Ganon ne s'est pas vraiment bien déroulée. Elle nous parle donc des 4 prodiges qui contrôlaient autrefois les bêtes divines, mais qu'ils ont été tués par Ganon, et donc que nous devons nous-mêmes récupérer ces 4 bêtes du mal de Ganon. Elles nous seront donc utiles pour notre affrontement final avec ce monstre aussi. Elle nous donne aussi des informations concernant notre situation actuelle, et nous remet donc notre ancienne tunique du héros. Bon, ça nous rajoute encore plus de trucs à faire, mais on est là pour ça. Donc on va prendre la direction de la première bête divine. Bien évidemment, sur le chemin, on passe au peigne fin toute la région, et j'ai donc choisi de me rendre à la bête divine la plus proche de là où on se trouve, c'est-à-dire celle du domaine Zora, le peuple des hommes poissons. La région est très humide et très montagneuse, où on retrouve beaucoup de cours d'eau mais aussi des roches un peu bleutées. Et j'ai l'impression qu'il pleut beaucoup plus dans cette région que dans les autres, ce qui est plutôt chiant quand on se retrouve à escalader les parois glissantes. Mais sur la route du domaine, on retrouve ce bon vieux Sidon, qui nous reconnaît tout de suite et nous dit que nous sommes proches du domaine Zora et qu'il nous retrouvera là-bas. Mais on est interrompu par un monstre que l'on tabasse et donc on avance pour arriver à ce fameux domaine. La zone est magnifique, une sorte de palais de cristal à ciel ouvert. On trouve à l'entrée une statue de Mipha, le prodige Zora qui contrôlait la bête divine de son peuple, mais qui a malheureusement perdu la vie lors du réveil de Ganon il y a 100 ans. C'est pour ça que certains Zora vouent une haine aux Iliens auxquels ils reprochent la mort de la fille du roi. On rencontre d'ailleurs ce dernier qui se souvient de nous, mais nous on ne se souvient pas de lui, donc il nous remet un peu dans le contexte. On recroise aussi Sidon qui s'avère être le fils du roi, mais qui était tout petit il y a plus de 100 ans. Le roi nous indique ainsi que depuis la mort de Mipha, la pluie est permanente et que le barrage plus haut risque de céder et donc d'écraser tout le domaine Zora ainsi que les villages iliens en contrebas. On doit donc libérer cette bête divine pour sauver le domaine Zora. Mais apparemment, nous allons avoir besoin de flèches électriques. On nous indique donc qu'elles se trouvent au sommet d'une montagne proche du domaine Zora. Mais le gros problème, c'est que sur place, on se rend compte qu'elles sont gardées par rien de plus qu'un petit Linel des familles. Et à ce niveau-là, il me one-shot avec n'importe quelle de ses attaques. Je la joue donc furtif et récupère des flèches dont nous avons besoin et on s'échappe rapidement de cette zone. On retrouve Sidon et le conseiller du roi devant la statue de Mipha. Et Sidon avoue que Mipha avait des sentiments amoureux pour nous. Et donc un souvenir de Mipha qui nous soigne sur la bête divine apparaît. On se rend compte qu'elle était très proche de nous et que son pouvoir pouvait permettre de guérir de n'importe quelle blessure. Et on se rend compte que vraiment elle avait un maxi crush sur nous. Donc on va devoir bien se venger comme il se doit sur Ganon pour ce qu'il a fait. On se retrouve aussi à porter l'armure des Zora, qui nous permet de remonter les cascades. C'est une armure spécialement conçue par Mipha, car c'est une tradition Zora de donner une armure à son amant. Bon, le truc c'est qu'on nous avertit du Linel au sommet de la montagne, mais on a fait un peu les choses à l'envers, ce qui nous a permis de récupérer quasi tous les Korogu de la zone aussi. On prend donc la direction du barrage et de la bête divine, où on retrouve Sidon qui nous aide à nous déplacer dans l'eau, car il faut détruire les 4 générateurs extérieurs à coups de flèches électriques pour sauter sur la bête divine et l'empêcher de générer de l'eau.
Sidon nous porte donc jusqu'aux cascades qu'on escalade avec l'armure Zora pour pouvoir tirer des flèches durant le bullet time. Une fois cela fait, on pénètre donc à l'intérieur de la bête divine. Dedans, on retrouve une Stèle Sheka qui nous télécharge la carte de cette bête, mais qui nous permet aussi de contrôler sa structure. L'intérieur est complètement corrompu. On retrouve des gardiens qui nous attaquent mais aussi des miasmes avec des gros yeux dégueulasses. On doit donc résoudre les énigmes à l'intérieur pour pouvoir activer les petits terminaux, afin de débloquer l'accès au terminal central qui nous permettra de reprendre le contrôle complètement sur cette machine. Donc on progresse en résolvant les énigmes et en affrontant tous les ennemis que l'on rencontre. Vraiment c'est le grand nettoyage et ce donjon n'est vraiment pas difficile. On arrive facilement donc à accéder à tous les terminaux. Le truc c'est qu'une fois devant le terminal central, on se retrouve piégé et on doit affronter l'ombre de l'eau de Ganon, le monstre contrôlant actuellement la bête divine et aussi celui qui a tué Mipha. On commence donc l'affrontement. Au début du combat, l'ombre nous attaque avec sa lance, soit en la lançant, soit en essayant de nous toucher avec. Durant le combat, elle élève le niveau de l'eau et on se retrouve donc à l'affronter sur des plateformes plus confinées. Mais en visant son œil, on réussit à la faire tomber et à la tabasser, ce qui libère complètement la bête divine, qui braque donc le château d'Hyrule où se trouve Ganon, prêt pour l'affrontement final. Le domaine Zora est donc sauvé de la noyade car la pluie éternelle est enfin levée. On obtient aussi la prière de Mipha, qui nous permet de nous soigner complètement lorsqu'on se prend un dégât qui est censé être fatal. Un pouvoir bien utile car quand on a aussi peu de vie comme nous pour l'instant, ça va vraiment nous servir. Le peuple Zora nous remercie et on repart pour notre maxi quête. On prend donc la direction de la prochaine bête divine qui se trouve au sommet du mont du Péril, qui est la zone la plus proche de là où on se trouve. Donc bien évidemment, on passe au peigne fin le domaine Zora pour récupérer ce qu'il nous manque et on repart à l'aventure vers une nouvelle région du monde d'Hyrule. On arrive donc aux abords du mont du Péril où on croise notre premier Goron, un peuple d'ogres mangeurs de rochers totalement mico. Et d'ailleurs mon peuple préféré de la série au passage. Mais bon, avant de commencer notre maxi ascension pour nous rendre au village Goron, on fait un petit détour pour explorer tout autour du pied du mont du Péril, notamment les sanctuaires se trouvant là. Il y a aussi les refuges qui sont toujours sympas car on croise ce bon vieux Terry. Mais aussi, j'avais aperçu une tour dans une espèce de ruine de château. Donc je commence à l'ascension de ce château abandonné. Bon, le truc c'est qu'il y a des kilos de miasmes tout autour et on sent bien le passage de cette enflure de Ganon. Mais bon, on arrive au sommet pour pouvoir récupérer la carte de la zone et on continue l'exploration de la zone où on tombe sur une drôle d'île pleine de rochers où on trouve une statue de la déesse. Je pense donc qu'on risque de revenir ici un peu plus tard, donc on le garde au coin de notre tête. On tombe aussi sur une fontaine d'effets où on améliore notre armure ainsi qu'un sanctuaire qui contenait une épreuve de force mineure. Pas vous cacher que je me suis un peu égaré et que j'ai passé quelques jours in-game à chercher des Korogu et faire des sanctuaires. J'adore beaucoup trop explorer les recoins de la carte de ce jeu, mais c'est aussi tellement agréable. Il y a même une nuit, je vais réussir à récupérer un cheval squelettique d'un bokoblin et le chevaucher. D'ailleurs, juste après, on se fait prendre par un Hylian qui était en réalité un Yiga déguisé. J'avais oublié que dans ce jeu, le clan des Yiga, qui sont un peu des serviteurs de Ganon, se déguise en Hylian pour essayer d'assassiner Link. Ensuite, dans notre gamberge, on passe par le laboratoire d'Akala où on croise le scientifique Fargas qui, comme pour Proa, nous demande de rallumer la flamme bleue de son laboratoire, ce qu'on fait. Et donc, lui, il nous propose de nous vendre des armes archéoniques, qui sont des armes anciennes efficaces contre les gardiens, et même une giga armure de gardien, à condition de lui ramener justement des rouages ou d'autres ressources qu'on peut récupérer en affrontant des gardiens. Bref, on file notre gamberge pour commencer notre ascension du mont du Péril. On va donc se rendre en direction de la tour, qui est sur le mont directement. Super, la carte de la zone. Le truc c'est qu'on est obligé de grailler des repas qui nous permettent de résister au feu, sinon on brûle complètement. Et aussi les équipements faits de bois et les flèches explosives brûlent directement lorsqu'on les sort. Mais sur la route, on croise plusieurs gorons en train de miner, mais surtout un Hylian avec une armure qui permet de résister à la chaleur. On lui échange des lézards ignifus que nous avons récupérés sur la route, et en échange, il nous donne un premier morceau de cette armure, ce qui nous permettra de survivre jusqu'au village, où on retrouvera probablement le reste. On se rapproche du village et on se prend un petit coup de pression par la bête divine qui tourne autour du sommet de la montagne. On arrive donc au fameux village Goron, mais il est un peu désert. On peut effectivement acheter le reste de l'armure, mais on est un peu à court de rubis. On rencontre donc ce bon vieux Bludo qui est le chef du village et qui nous raconte que la bête divine provoque énormément d'éruptions volcaniques et rend donc la région super dangereuse. On profite d'être dans la région des roches pour récupérer 2-3 ressources qui se vendent assez cher, notamment tout ce qui est minerai, et ça nous permet de les revendre et de s'acheter l'armure anti-feu complètement. Bludo nous demande d'aller chercher Yunobo, un jeune Goron qui aide le chef. Il est allé chercher des antidouleurs pour le vieux Goron qui a le dos bien serré. On retourne donc au village. Par la même occasion, Bludo nous parle de Daruk, le prodige Goron qui autrefois contrôlait la bête divine de son peuple. On est donc projeté dans un souvenir du passé où nous étions aux côtés de Daruk. On se rend compte que c'était vraiment le giga frérot, comme un peu tous les Gorons qui sont vraiment giga frérot. On va donc devoir calmer la bête divine, mais pas avec Bludo. Avec Yunobo qui est l'ancêtre de Daruk en réalité, que nous avons récupéré dans la mine. Mais en attendant, maintenant qu'on a la maxi armure, on peut explorer la région comme il se doit, et sans crainte de se faire cramer dans tous les sens. Donc on va enchaîner quêtes, sanctuaires, Korogu et autres trucs qu'on avait à récupérer, vous vous doutez bien. D'ailleurs, comme je suis sur la montagne, ça me permet d'activer une autre grande tour, plus proche du château de Ganon assez facilement. Donc on va pas se priver et on va l'activer bien tranquillement. Du coup, je prends enfin la direction du sommet du mont du Péril pour aller exploser Varudania. On retrouve donc ce bon vieux Yunobo, que l'on peut charger dans un canon et tirer avec. En réalité, il possède un pouvoir assez particulier lui permettant de créer un bouclier indestructible autour de lui. On va donc exploiter cette faculté pour pouvoir escalader le mont du Péril et accéder à la bête divine. Et lui tirer dessus à coups de Yunobo.
On arrive donc au sommet après lui avoir tiré plusieurs fois dessus, et elle tombe dans le cratère du volcan. Et donc, on plane jusqu'à se rendre sur elle, et on pénètre donc enfin dans la bête divine. Cette bête divine reprend le même principe que la précédente. On doit activer plusieurs petits terminaux à travers toute la bête, afin d'activer le gros terminal qui contient le pouvoir permettant de reprendre le contrôle. Bon, la résolution des énigmes à l'intérieur se passe plutôt bien. Au début, il n'y a même pas de lumière dans toute la bête, et donc on doit progresser à l'aveuglette. Et après, on doit remettre toute la lumière à l'intérieur. Une fois la lumière réactivée, on récupère la carte de la bête divine. Elle s'ouvre nous permettant de mieux voir à l'intérieur. Donc on repasse en mode Super Nanny pour nettoyer tout l'intérieur de la bête. La tablette nous permettant aussi de changer l'orientation de la bête et donc ce que nous pouvons contrôler et accéder. Une fois tous les petits terminaux actifs, on peut donc aller utiliser le terminal central. Mais sur le dos de la bête, on se retrouve à affronter l'ombre de feu de Ganon, qui a tué Daruk il y a 100 ans. Elle a une maxi épée le long du bras, même si ses attaques sont plutôt simples à esquiver. Elle nous lance aussi des boules de feu pour nous brûler, et une fois que nous l'avons affaiblie, elle commence à léviter et nous lance des boules de feu bien plus grosses que les précédentes en se protégeant. Mais bon, on a Hyrule à sauver, et donc on finit de la tabasser allègrement. Et une fois vaincu, on reprend donc le contrôle de la bête divine, qui braque elle aussi l'endroit du château d'Hyrule où se trouve Ganon. Et donc l'esprit de Daruk reprend le contrôle et nous dit qu'il sera là pour nous aider lors de la bataille finale. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il salue sa descendance en apercevant Yunobo. Bref, on est donc à 2 bêtes divines sur 4, ce qui est plutôt pas mal. Mais on n'a pas fini d'explorer tous les côtés de la montagne, donc on repart à maxi gamberge. Et oui, car il faut tout récupérer, je vous rappelle. Au passage, on récupère le pouvoir de Daruk et Yunobo, qui nous crée un bouclier lorsque nous recevons un coup de puissance qui nous permet de ne prendre aucun dégât. Une fois tout récupéré, on part donc dans une autre contrée, où on croise Noya, qui s'est perdu sur la route de la forêt Gorogu. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'on a énormément de noix Korogu, donc il améliore pas mal d'emplacements d'équipement. Et après une certaine quantité de noix donnée, il se souvient donc de la route et repart dans cette direction. Donc je décide de partir en route de cette fameuse forêt Korogu. On récupère tout au passage. Et donc on passe par El Famoso bois perdu et on arrive à la forêt des Korogu. Une zone vraiment somptueuse où tous les Korogu vivent en harmonie. On retrouve donc ce bon vieux Noya qui nous améliore encore une fois tous nos emplacements. On croise aussi l'arbre Mojo qui nous parle de la Master Sword, l'épée de légende qui nous permettra de défaire Ganon. Le truc c'est que pour l'instant, on n'est pas assez puissant pour pouvoir la retirer de son socle, donc bon, on n'a pas vraiment grand chose de plus à faire ici. Donc on reviendra pour récupérer cette fameuse épée une fois que nous serons... On prend la direction maintenant de la 3e bête divine, sauf qu'elles sont assez loin, donc on a beaucoup de gros détours en perspective. On arrive dans la fameuse épreuve de sanctuaire dans l'obscurité la plus totale où on se retrouve affronté à Ninox afin de récupérer l'orbe dont nous avons besoin. Sur le chemin, on croise aussi un souvenir de nous avec la princesse Zelda. On apprend donc plus à connaître la princesse Zelda et la relation qui nous lie elle et nous. Juste après, on escalade une nouvelle tour et on explore la zone des arbres bien chelous où il y a une énigme avec des orbes de couleur pour pouvoir activer un nouveau sanctuaire. D'ailleurs maintenant on a donc aussi cet objectif de récupérer de la vie afin de pouvoir retirer la Master Sword de son socle. Car elle nous sera indispensable pour l'affrontement final. Franchement, on se perd bien parce qu'on arrive à des immenses ruines souterraines où on se retrouve avec une statue géante de la déesse. On en profite pour récupérer quelques cœurs avec les emblèmes de courage à notre possession, et donc on reprend notre périple. On arrive donc dans les zones enneigées où on croise un immense labyrinthe que l'on va explorer. On traverse le labyrinthe et au bout se trouve un sanctuaire avec un coffre contenant les jambières du barbare, une nouvelle tenue que nous devons compléter. Franchement, à ce niveau-là du jeu, on a bien avancé car on a quasiment fait la moitié des sanctuaires et presque un tiers des Korogu. On a bien charbonné comme il faut. On arrive donc vers Ebra et on active la tour nous donnant la carte de cette zone. À ce moment-là, on arrive enfin à avoir assez de cœurs pour la Master Sword et donc on retourne à la forêt Korogu pour la sortir de son socle. En la retirant, une vision de la princesse Zelda juste après la défaite contre Ganon nous apparaît. L'épée de légende est toute détruite et donc elle décide de la ramener à la forêt Korogu dans son socle pour qu'elle puisse restaurer son pouvoir afin que nous la récupérions une fois notre sommeil terminé. On a donc la maxi épée de légende qui fait seulement 30 points de dégâts. Mais lorsqu'elle est proche d'un monstre de Ganon, elle s'active et double ses dégâts. De plus, elle est éternelle donc on peut l'utiliser autant de fois que l'on souhaite. Même si elle se brise, elle finira par se régénérer et revenir. On reste donc un peu ici pour finir les 2-3 quêtes de cette forêt, notamment les sanctuaires que nous n'avions pas fait. Et là, retour à Ebra où on continue notre maxi collecte des Korogu et des sanctuaires. Et cette zone, elle est bien connue parmi la communauté Zelda, car elle est vraiment terrible, car nous n'avons pas de tenue pour nous déplacer plus rapidement dans la neige, et donc ça commence énormément à nous fatiguer d'être ici. Mais bon, tunnel vision sur l'objectif final. On aperçoit au loin la 3e bête divine volant dans le ciel. Mais pour l'instant, je suis plus focus sur l'activation de la tour de la zone qui nous permet de récupérer la carte, qui elle aussi commence à être bien avancée. Bon, on est descendu un peu, mais c'est cool, on croise pas mal de trucs comme un talus que l'on explose facilement. On retrouve aussi une nouvelle fontaine de fées qui était cachée dans la région. On affronte aussi notre premier Linel, mais maintenant on est bien plus puissant qu'au début, donc on le bat tranquillement. Surtout que c'était uniquement un Linel classique, donc pas de grande difficulté. On récupère aussi un nouveau souvenir, encore une fois, une scène où nous sommes avec la princesse Zelda qui ne semble pas vraiment aimer notre compagnie. Juste après, on fait du golf géant, et après m'être un peu égaré, on prend enfin la direction de la 3e bête divine. On atterrit donc au village Piaf, qui sont des oiseaux géants. Comme pour les Gorons et les Auras, la bête divine a perdu le contrôle et plane au-dessus du village depuis la disparition du prodige Piaf.
On explore le village et on rencontre le chef du village, Canelli. Il parle donc du prodige de ce village, Revali. On a donc un souvenir de notre première rencontre avec le prodige Piaf, et comment nous dire qu'il est un peu arrogant avec nous. Mais bref, le chef nous indique que Théba pourrait nous permettre de nous aider dans notre quête de calmer Vamedo. On part donc à la rencontre de Théba, et il ne nous fait pas vraiment confiance, mais après l'avoir impressionné dans une épreuve de tir à l'arc, il se rend compte que nous ne sommes pas n'importe qui et décide donc de nous aider. On s'envole donc sur son dos pour aller récupérer la bête divine. Problème, elle possède un champ de force que nous devons détruire, mais bon, aidé par Théba, on le détruit et on se pose donc sur la bête divine. On pénètre donc à l'intérieur, et comme pour les précédentes, il faut activer les petits terminaux afin de redonner l'énergie dans le central. Le truc, c'est que cette bête divine m'a vraiment fait galérer. Comme les précédentes, il faut modifier sa structure en la faisant bouger. Et le truc c'est qu'ici il y a pas mal d'énigmes avec l'air. Mais bref, on finit quand même par s'en sortir. Et comme d'hab, éradication totale de la racaille et de tous les miasmes. On arrive donc à rallumer tous les terminaux, on monte sur le toit à activer le central, mais on est interrompu par l'ombre de vent de Ganon, qui est le monstre qui a tué Revali il y a 100 ans. L'ombre a un canon avec lequel elle nous tire dessus. Il faut donc la faire tomber avec l'arc pour pouvoir la tabasser sur le sol. Elle nous lance aussi plusieurs roquettes. Bon, en vrai c'est la plus simple pour l'instant, surtout qu'on utilise notre petite Master Sword qui fait plus de dégâts sur la racaille Ganon. Et donc on l'a défait pour reprendre le contrôle de la bête divine aux mains du mal. On croise donc l'esprit de Revali qui nous offre son pouvoir et aussi qui nous indique qu'il nous aidera sur la bataille finale en activant sa bête divine. Au passage, ça nous permet aussi de sauver le village Piaf et de tous ses habitants. Et on est donc à 3 sur 4 au niveau des bêtes divines, plus qu'une, et on a enfin paré pour la bataille finale. Vous connaissez la chanson, maintenant que la région est sauvée, je vais pouvoir faire toutes les quêtes du village Piaf et de ses alentours. Et juste après, je décide de finir la souffrance et de récupérer tout ce qui me manquait dans le berceau des bras. Bon, en vrai, vu qu'on a récupéré l'armure Piaf qui est anti-froid, j'ai la sensation qu'on se déplace légèrement plus rapidement dans la neige avec. Bon, peut-être un peu un effet placebo. Mais au final, je passe au moins 3-4 heures à tout faire dans cette zone, car elle est vraiment giga immense. On fait pas mal de Korogu, il y a aussi un sanctuaire qui contient notre première épreuve de force majeure, mais bon, on commence à être plutôt fort maintenant. On affronte aussi un Frostalus, et le fameux sanctuaire du squelette de la baleine. Je passe vraiment un temps de fou furieux à explorer toute la zone car j'avais vraiment sous-estimé sa taille. Mais bon, on arrive enfin à en venir à bout. On prend donc tranquillement la direction de cette dernière bête divine qui nous manque. Bon, en faisant méthodologiquement chaque coin de la map, pas un seul boss ou Korogu doit nous échapper. Pour vous dire, à ce niveau-là de notre aventure, j'avais environ 80 sanctuaires et plus de 400 Korogu, donc on était vraiment pas mal dans notre quête. Mais il nous reste quand même un bon bout de chemin à parcourir. On arrive donc dans des zones plus montagneuses, où d'ailleurs on aperçoit des hautes montagnes rouges presque d'argile. Sur notre route, on croise une fontaine ornée d'un cheval, où on retrouve un souvenir de nous et Zelda. Notre relation semble s'être légèrement améliorée, et Zelda commence à nous faire de plus en plus confiance. On la sent stressée car, pour son 17e anniversaire, elle doit monter sur le mont Nalaneiru pour activer ses pouvoirs de sage, qui apparemment la stresse énormément. Mais de notre côté, on voit qu'elle se livre à nous, et donc ne nous rejette plus. On est reparti sur notre quête. Je commence donc doucement à me diriger vers la 4ème bête divine, où on commence à de plus en plus apercevoir des paysages désertiques et arides. On escalade aussi une tour que nous avions aperçue plus tôt qui nous donne une vision d'ensemble sur le grand désert, franc devant nous, le désert Gerudo. Bon ici, il n'y a pas à doser, trop chaud le jour et trop froid la nuit, donc il faut avoir les bonnes tenues. On aperçoit un autre labyrinthe et donc on s'y rend pour le résoudre, ce qu'on fait plutôt rapidement, et on récupère donc un autre morceau de l'armure barbare, et ce coup-ci c'est le plastron, plus qu'une pièce. Et franchement, vu la taille du désert, je pense qu'on en a pour un bon moment dans cette zone, tellement elle est immense. Et même là, il y a des gardiens. Vraiment Ganon, il les a envoyés partout pour nous emmerder. Le truc c'est que j'étais déjà nostalgique des bras. Du coup, on est allé se promener dans les montagnes enneigées proches du désert. Bon, c'est de courte durée et juste pour récupérer quelques Korogu et faire les sanctuaires se trouvant là-bas. D'ailleurs, dans cette montagne, elle regorge de canyons où on retrouve un refuge par exemple. Vraiment, cette zone, elle est gigantesque. On s'enfonce un peu plus dans le désert où on se prend un coup de pression par la 4ème bête divine. On fait aussi la rencontre du dernier peuple de la région d'Hyrule, les Gerudo. Des grandes femmes guerrières vivant isolées des hommes. On arrive aussi dans l'oasis au milieu du désert, une petite zone de paradis, où on retrouve d'ailleurs ce bon vieux Terry qui est toujours là où il faut vraiment, le frérot. On récupère aussi la dernière tour de la zone qui nous manquait, et il nous en faut plus que 2 pour que notre carte soit complète. On retourne à l'oasis car on a oublié un souvenir de nous avec la princesse Zelda, qui se faisait pourchasser par des Yiga qui tentaient de l'assassiner, mais heureusement nous sommes intervenus au dernier moment pour la sauver. Et je pense que c'est ça qui a amélioré grandement notre relation. Après ce petit souvenir, je prends donc la décision de me rendre vers la cité Gerudo. Le truc c'est qu'on ne peut pas rentrer car cette cité est exclusivement réservée aux femmes. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour rentrer. Heureusement, on nous informe à l'oasis que quelqu'un se trouvant sur le toit de l'oasis peut régler ce problème. On rencontre donc Vilia, un homme déguisé en Gerudo qui nous déguise à notre tour en femme, ce qui nous permet de rentrer dans la cité avec cette tenue. Comme pour les autres, cette cité est vraiment assez grande et regorge de pas mal de choses à faire et de quêtes. Et vraiment, il y a plein de choses à voir, même il y a beaucoup d'objets à récupérer. Et il y a aussi le fameux palais royal où nous rendons. On fait donc la rencontre de la chef des Gerudo, Riju. Elle nous démasque directement et on lui indique que l'on vient pour calmer la bête divine.
mais elle nous indique que seul un prodige tel que Urbosa, l'ancien chef Gerudo, pourrait contrôler la bête divine. Riju accepte notre offre, mais à une seule condition. Nous devons récupérer le casque de la foudre qu'elle s'est fait dérober par les Yiga. On traverse donc le désert pour arriver à leur repère, qui est grand ouvert sérieux en plein milieu d'une gorge. Ces types, c'est vraiment pas les professionnels de la discipline, contrairement à nous d'ailleurs, car on se faufile discrètement à travers le repère sans éveiller les gardes qui pourraient nous exploser tellement ils sont nombreux. Au passage, on en profite pour sauver la Gerudo prisonnière là-bas. Et une fois au fond du repère, on fait la rencontre d'un curieux personnage, Koga, le chef des Yiga et aussi le fidèle serviteur de Ganon. Il est un peu grassouillé, mais il dirige tout le clan donc on va rien dire. Et son combat est giga goofy car Koga est super maladroit. On a juste à l'attaquer car il se tape lui-même avec sa propre boule. On réussit donc à lui faire retomber dessus sa maxi boule et il se retrouve à tomber dans le cratère se trouvant derrière lui. Mais bon, on sait comment il va finir avec tout ce qui se passe dans TOTK. Un coffre apparaît donc avec le fameux casque de la foudre, l'objet que Riju voulait qu'on lui ramène. C'est parfait, donc on retourne vers le village Gerudo. C'est vrai qu'en chemin, je fais 2-3 carabistouilles dans le désert, comme affronter un Molduga par exemple. J'aime vraiment trop ces monstres et je les trouve vraiment terrifiants, surtout lorsqu'on comprend ce qu'ils sont. Bien évidemment, qui dit détour, dit sanctuaire et Korogu. On perd pas le nord les gars. Donc en vrai, j'ai pour tabasser tous les Molduga, car on aura besoin pour le 100% de tabasser tous les boss présents dans le jeu, pour récupérer les emblèmes de Ki. Bref, on retourne au village pour finir les quelques quêtes que nous avions à faire, et donc on ramène le masque à Riju. Et on part en direction de la bête divine. On se déplace en morse de sable, et on doit suivre Riju pour ne pas se faire frapper par la foudre que produit la bête divine. On détruit donc temporairement les pieds de la bête, qui s'écroule et nous permet de pénétrer à l'intérieur avant qu'elle se relève. Comme pour les 3 précédentes, on récupère la carte de la bête divine sur le tablette Sheikah qui nous permet de la contrôler, et donc aussi de moduler sa structure. On sent aussi la présence de la crapule Ganon, car énormément de miasmes sont présents à l'intérieur. Ce coup-ci, pour trouver les terminaux, on doit faire bouger la structure interne en cylindre de la bête divine. Mais bon, en vrai, rien de fou. On arrive à traverser la bête divine et à éradiquer toutes les traces de la racaille Ganon. Une fois tous les petits terminaux récupérés, on se dirige vers le terminal central pour l'activer. Mais on se fait surprendre par l'ombre de foudre de Ganon. Et elle, c'est le tryhard absolu. Elle n'est pas vraiment grosse, mais est extrêmement rapide. Elle possède une petite épée et un bouclier, avec lesquels elle nous lance des attaques de foudre qui font super mal. En plus, elle se téléporte comme Sangoku pour venir nous affronter. Je comprends vraiment pourquoi Urbosa est morte face à elle. Mais on est le héros de légende censé libérer Hyrule. Donc on l'a défait et on reprend le contrôle de la bête divine. L'esprit d'Urbosa apparaît et nous dit qu'elle se tiendra prête pour la bataille finale. On a donc terminé la quête des bêtes divines. Mais je peux vous dire qu'il nous reste encore énormément de choses à faire. Au passage, on récupère aussi la furie d'Urbosa, qui est le dernier pouvoir des prodiges et le pouvoir des Gerudo, permettant de créer un champ de force électrocutant tous les monstres autour de nous. De plus, même si on a libéré le peuple Gerudo de la bête divine, toujours pas entrer dans le village sans se déguiser. Et ça c'est vraiment terrible. Je décide donc de retourner dans le désert, finir les quêtes et les énigmes de ce sanctuaire que je n'avais pas trop fait. On retrouve aussi grande fée du désert qu'on en libère contre 1000 rubis. Ça va, elle abuse pas trop, mais ça va, on est riche. On en profite aussi pour améliorer un peu nos tenues avec les renards, mais bon, il nous en reste pas mal à faire. On raquette les bottes de sable à un œil qui pense qu'on est une fille, et là, on fait une maxi vadrouille dans tous les sens pour récupérer tout ce qui nous manque. Le fait est que dans ce jeu, l'exploration est vraiment trop agréable, car on sait toujours qu'on sera un peu récompensé. On finit aussi une quête nous permettant de récupérer notre propre casque de tonnerre, ce qui est plutôt cool. En réalité, on a dû résoudre une série de quêtes au village Gerudo pour que Riju nous offre le masque. Ce qui est cool, c'est que tu auras toujours des PNJ ou une quête improbable en plein milieu de nulle part, ce qui permet de briser la monotonie de notre récolte. On croise aussi le dragon Pharaoh au pont d'Ilia. Si on lui tire dessus avec une flèche, il y a une de ces écailles qui tombe que l'on peut récupérer. Là je me prends un petit moment dans les zones autour du lac car nos amis de Korogu se sont bien cachés ici, vraiment il y en a beaucoup trop. Et sérieux, après avoir fait Wind Waker et que j'ai vu leurs origines, je me dis que Nintendo ils ont un peu serré de les faire passer de 8 Korogu cachés sur Hyrule à 900. On continue aussi notre récolte des boss, parce que mine de rien, il y en a beaucoup, plus de 90 dans tout le jeu. Donc ça fait pas mal d'affrontements, mais bon on commence à être puissant maintenant et on a des armures et des armes bien plus résistantes qu'au début. On arrive dans le sud-est de la région d'Hyrule, où on trouve un climat plutôt tropical. Pour vous dire à ce niveau là, on arrive à dépasser la barre des 100 sanctuaires et environ 600 Korogu. Donc on commence à apercevoir le bout du tunnel. On se retrouve à affronter un nouveau Linel beaucoup plus puissant que le précédent. Mais le frérot était pas prêt pour notre puissance, donc il fait pas vraiment très long. On capture même un cheval géant qui est noir et roux, ce qui nous fait penser à une certaine personne d'ailleurs, mais bon. On croise aussi une grande fée qui se révèle être le dieu des chevaux, et qui nous propose de ressusciter nos chevaux à la place d'améliorer nos armures. Bon en vrai, on fait un peu tout à pied, donc ça nous est pas ultra utile. Dans la zone tropicale, on escalade notre dernière tour pour récupérer le dernier morceau de carte qui nous manquait, et donc on a enfin toute la map d'Hyrule. Franchement, je me rendais pas compte, mais il y a énormément de choses à faire dans le désert et les zones des montagnes qui l'entourent. Donc on retourne là-bas et on passe énormément de temps à tout récupérer. Genre là, je pense que j'ai environ 10 heures de rush où je me perds dans Hyrule. C'est terrible en vrai, mais j'arrive pas à être saoulé du jeu, ce qui est assez fou. On croise aussi Rordrak, un autre dragon dans la zone du sud, et on récupère une petite écaille bien comme il faut. On fait aussi la quête des amoureux où on aide un couple à se former avec un Ilien et une Gerudo. Franchement, la quête est grave drôle, et du coup, ils finissent par se date autour du lac en forme de cœur. On se promène aussi dans le village côtier, et c'est un petit poulet cette zone, j'aime beaucoup, surtout qu'on n'y est jamais allé. Je dis ça notamment parce que le 100% me fait passer beaucoup de temps dans chaque zone, mais changer régulièrement ça m'a permis de pas trop burn out. Je retourne aussi au village Sheikah faire la quête de l'orbe de sanctuaire qui se trouve dans la maison d'Impa. Et j'enchaîne aussi avec un souvenir vu qu'il nous en reste vraiment beaucoup. C'est un souvenir où on se retrouve avec Zelda et tous les prodiges. Nous redescendons du mont Laniru, où Zelda a échoué à réveiller ses pouvoirs de déesse. Tout le monde la console, mais malheureusement Ganon se réveille. Daruk ordonne donc à tous les prodiges de rejoindre leur bête divine afin que Link affronte Ganon face à face, mais malheureusement nous savons comment ça s'est déroulé.
vu que nous avions besoin des pouvoirs de Zelda pour la vaincre. Je suis pas trop allé vers le mont Lanniru, donc je décide d'aller arpenter les zones autour de cette montagne. On croise donc un Lynel gris, les monstres les plus puissants dans la nature et la forme grise est la plus forte il me semble. Mais bon, on le terrasse assez facilement car on commence à être assez stuffé. Dans notre recherche, on croise un des derniers souvenirs de nous avec Zelda, qui nous soigne après avoir tabassé des bokoblins et surtout plusieurs Lynel au même endroit. Avant d'avoir perdu la mémoire, on était turbo fort. Aussi, ça montre aussi que Zelda ne nous rejette plus, mais commence à s'attacher à nous. Juste après, on retourne voir ce bon vieux Noya, car on a 15 kg de noix Korogu, donc on peut agrandir tous nos emplacements d'équipement. On a bien charbonné, oui, mais il nous en manque encore un peu pour en finir avec ces maudits esprits de la forêt. D'ailleurs, on commence à avoir aussi quasiment fait tous les boss de la map. Vraiment, on a pulvérisé les Inox et les Talus en 20 secondes, et même les Lynel les plus puissants ne font plus le poids maintenant. On embroie vraiment à la pelle. Un peu comme dans le souvenir de Link avec Zelda que nous avions vu un peu plus tôt. D'ailleurs, dans notre gamberge, on récupère toutes les ressources possibles dont on aura besoin pour améliorer nos armes. Donc dès qu'on passe près d'une fée, hop, on améliore un peu en fonction de ce qu'on possède. On récupère aussi l'avant-dernier souvenir où Zelda nous parle de ses fleurs préférées. Mais bon, rien de fou. Mais on se rend compte qu'on devenait vraiment proche d'elle et ça fait plutôt plaisir. Elle tenait à nous et nous aussi, donc on ne va pas trop tarder à aller la sauver. On se rapproche donc du château. On a beaucoup de choses à faire dans cette zone, et dans les ruines du village et des plaines qui l'entourent. Le problème, c'est que c'est truffé d'ennemis. Entre les gardiens mobiles, ceux dans les airs, les miasmes et les monstres, on n'est jamais tranquille. Mais ça nous permet aussi de bien voir ce que Ganon a causé à part son passage, car tout est en ruine complètement et il n'y a pas une trace de vie. On commence juste par tout récupérer dans les alentours et on repart. On fait un détour par une montagne proche, où on se retrouve à chevaucher le cheval Alpha, qui est vraiment particulier, et qui peut accélérer à l'infini. Mais malheureusement, on ne peut pas le ramener à un établi et le chevaucher tout le temps. On en est donc à 117 sanctuaires et environ 870 Korogu. Et franchement, je suis giga satisfait quand on commence vraiment à voir la lumière au bout du tunnel. On croise dans une fontaine de fées un des souvenirs qui nous manquait, de la princesse Zelda qui essayait d'activer son pouvoir mais en vain. Juste après, on fait aussi un sanctuaire que l'on avait oublié, celui sur l'île éloignée, qui nous retire tout notre équipement. Je trouve le concept trop bien, mais bon, on est giga puissant donc on s'en défait rapidement pour récupérer cette dernière emblème du triomphe. Je décide de retourner au château d'Hyrule, mais ce coup-ci de m'infiltrer à l'intérieur, car ces enfoirés de Korogu se cachent là-bas. Vraiment, il n'y a plus un être humain, plus une trace de vie. Sauf les Korogu qui ont décidé de se cacher là-bas. Franchement, sérieux, ils abusent un peu. Mais bon, en prime, il y aura sûrement beaucoup d'équipements qui nous sera utile. Donc on s'infiltre et c'est vraiment truffé de monstres. On se fait même piéger et forcer à affronter les Lynel. Mais bon, qui peut nous éteindre maintenant? On tombe sur le journal de Zelda, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur elle. Car oui, on a trouvé les appartements de Zelda. Il y a aussi un souvenir qui se trouve proche de là, donc on s'y rend. On apprend que Zelda souhaite utiliser les gardiens pour se prévenir du mal qui va arriver sur Hyrule. Bon, malheureusement, ça s'est pas trop passé comme prévu, puisque Ganon les a corrompus. On continue donc notre exploration du château et récupère des armes de fou furieux, vraiment. Dans les prisons du château, on se retrouve à affronter un Stalfos. Un coffre une fois vaincu. Et ce coffre contient le bouclier légendaire de la famille royale, le bouclier ilien que l'on récupère bien évidemment, et qu'on équipe qui nous rend beaucoup trop stylé, mais surtout qui continue de nous rendre encore plus intouchables. On trouve aussi donc notre dernier sanctuaire au fin fond du château. On s'en défait et on récupère donc notre dernier emblème du triomphe, ce qui est vraiment giga satisfaisant car on a enfin un des méga objectifs de terminer. Et dans la foulée, on finit aussi l'objectif le plus long du jeu car on a récupéré tous les Korogu. Oui, on a enfin trouvé les 900 Korogu disséminés un peu partout dans Hyrule. Pour nous remercier, ce bon vieux Noya nous offre sa merde. Genre vraiment, il vient littéralement de nous chier dessus de fou pour tout ce qu'on s'est investi. Mais bon, comme ces objectifs sont terminés et que donc j'ai complété tout ce que je pouvais faire pour l'instant, je décide d'aller au château d'Hyrule affronter Ganon afin de sauver la princesse Zelda. On traverse donc tout le château pour nous rendre à son sommet dans la salle du trône. Au centre de cette salle, on retrouve un énorme œuf contenant Ganon, mais Zelda nous indique qu'elle n'arrive plus à le contenir et donc l'œuf se brise pour libérer Ganon, ce qui détruit le sol et nous fait tomber dans les sous-sols du château. On se retrouve donc face à face avec la calamité Ganon, mais au même moment, les esprits des prodiges activent les bêtes divines et tirent en direction du château, ce qui affaiblit grandement Ganon. Nous nous retrouvons donc face à lui avec les pouvoirs de notre Master Sword au maximum. Il nous envoie des attaques de feu avec son épée, mais nous parvenons à les esquiver en profitant du feu sur le sol pour nous envoler et lui tirer dessus. Ganon s'enrage et s'enveloppe d'une armure, mais en renvoyant le laser qu'il tire sur lui, nous arrivons à l'enlever. On arrive donc à le défaire, mais son pouvoir se libère et il reprend sa forme originelle dans la plaine d'Hyrule. Nous nous retrouvons donc téléportés à l'extérieur afin d'en finir avec lui. Mais pour nous aider dans notre quête, la princesse Zelda nous envoie l'arc de lumière spécialement conçu pour le vaincre. La princesse dispose aussi des sauts à briser sur Ganon qui nous permet de lui faire des dégâts. Et après l'avoir bien affaibli, la source de son pouvoir s'ouvre et nous tirons à l'arc dessus afin de vaincre Ganon une fois pour de bon. Hyrule est donc sauvé, la princesse Zelda est libérée de son sceau. Elle nous remercie d'avoir sauvé Hyrule et nous demande si nous nous souvenons bien d'elle. Mais il nous reste encore quelques trucs à faire. Déjà, on retourne au village Kokoriko et Impa nous indique la location d'un dernier souvenir que nous allons chercher dans la foulée. Durant ce souvenir, on se retrouve avec la princesse Zelda où nous sommes assaillis par de nombreux gardiens. Nous sommes gravement blessés et Zelda demande donc au Sheikah du village Kokoriko de nous placer dans le sanctuaire de la Renaissance, là où nous étions à notre réveil, afin de nous soigner de nos graves blessures. En retournant justement là-bas, on trouve une drôle d'épée qui absorbe toute notre vie. Lorsqu'on l'équipe, elle nous indique de nous rendre à 4 endroits différents sur le plateau du Prélide en la gardant équipée. Le problème, c'est que prendre le moindre dégât causerait notre mort, donc on fait vraiment attention. Une fois arrivé sur le premier lieu, on retrouve un sanctuaire qui est un peu différent de ceux que nous avions fait précédemment. On le résout et on récupère une nouvelle emblème du triomphe. On résout donc les 3 autres sanctuaires et une fois cela fait,
L'arme que nous possédions se brise en 4 morceaux, ce qui fait apparaître de nombreux sanctuaires dans chaque région d'Hyrule que nous avions précédemment visité. Dans chaque région se trouvent donc des piliers où sont tombés les fragments de cette épée. Chaque pilier contient donc 3 emplacements de sanctuaires que nous devons donc résoudre. Et on commence donc par ceux du domaine Zora. Bon, le truc qui est cool, c'est qu'on récupère notre vie et qu'on ne sommes pas obligés de nous balader avec un demi-cœur partout. Une fois tous les sanctuaires effectués, une dernière épreuve nous attend. Affronter l'ombre de Ganon qui se trouvait dans la bête divine, mais avec un équipement prédéfini. Dans le cas actuel, la tenue Zora ainsi que des tridents, qui sont l'arme de ce peuple. Nous sommes beaucoup trop puissants à ce niveau-là du jeu, donc on la défait assez facilement. Mais bon, qui nous permet d'accéder à un nouveau souvenir de Mipha qui s'entretenait avec la princesse Zelda, où on retrouve aussi Sidon lorsqu'il était encore enfant. Je vous résume un peu, on se rend donc dans les 3 autres royaumes, effectuer aussi ces nouveaux sanctuaires et affronter chaque ombre de Ganon, ce qu'on arrive à faire très rapidement car nous sommes vraiment giga puissants. On se retrouve donc à affronter des boss plus puissants comme le Moldu King, un Molduga bien plus gros que ses congénères. Une fois que nous avons donc terminé toutes ces quêtes, la table Sheikah nous conseille de retourner au sanctuaire de la Renaissance que nous faisons donc là-bas. Nous reposons la table Sheikah sur son socle, mais on se retrouve enfermé dans le sanctuaire. On se retrouve donc dans une espèce de giga bête divine souterraine où nous devons activer les différents terminaux, un peu comme les 4 bêtes divines précédentes, sauf que celle-là contient des énigmes bien plus complexes que les précédentes. Mais donc on résout et on progresse à travers cette bête pour nous retrouver dans la salle finale où on croise un gardien de sanctuaire. Sauf qu'au lieu de nous donner un emblème du triomphe comme d'habitude, il nous propose de l'affronter dans une épreuve, qui consiste à un combat dans une arène aérienne face à ce même gardien de sanctuaire. Et c'est vraiment trop stylé. Le gardien possède de nombreuses attaques et patterns différents qui le rendent vraiment très imprédictible. Mais oubliez pas que c'est littéralement nous qui avons sauvé Hyrule et libéré toute la région entière, donc nous avons peur de. On continue donc cet affrontement jusqu'à le défaire. Et pour nous féliciter d'avoir surmonté toutes les épreuves qu'il nous avait imposées, il nous offre la 5e bête divine que nous pourrons donc utiliser constamment. Un T-Max 750 poids à Krapovich en guise de moto Sheikah. On revoit ainsi un dernier souvenir avec tous les prodiges ainsi que la princesse Zelda, qui sonne enfin la fin de ces épreuves. On profite donc d'avoir un peu de temps libre pour terminer ce qui nous manque, notamment certaines quêtes plutôt longues, comme par exemple la maxi quête du village de Zéro, qui nous fait développer entièrement un tout nouveau village au sud d'Hyrule, où on doit ramener de nombreux villageois provenant des 4 coins du monde. Mais une fois cela fait, le village est enfin construit et tous les habitants vivent heureux. Il ne nous reste donc plus grand chose à faire. On finit d'améliorer et de récupérer toutes les armures qui manquaient, on achève les derniers boss qui étaient, et on se retrouve à faire toutes les épreuves de l'épée, qui sont des épreuves où nous nous retrouvons tout nus, et nous devons traverser des salles et affronter les monstres qu'elles contiennent. Mais bon, rien de difficile, nous sommes le héros de légende, donc on défait toutes ces épreuves, qui nous permet donc de réveiller le vrai pouvoir de la Master Sword, ce qui la rend bien plus puissante que précédemment. D'ailleurs au passage, je me rends compte qu'au fil de notre aventure, la carte a donc été complétée à 100%, ce qui veut dire que nous avons traversé donc tous les lieux dits du monde d'Hyrule, qui est vraiment colossal et qui prouve qu'on a vraiment rasé chaque zone du jeu au peigne fin. Et donc, après avoir récupéré toutes les dernières armures qui nous manquaient, cela clôt donc notre aventure sur Breath of the Wild, car nous avons fini le jeu à 100% et récupéré et effectué tout ce que nous devions faire sur... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'aura pris énormément de temps, donc n'hésitez pas à la liker et à la partager. J'ai vraiment adoré rejouer à un de mes jeux préférés et j'espère que vous l'aurez ressenti dans la vidéo. Si vous kiffez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner car je compte bien continuer de vous produire de grosses vidéos comme celle-ci, notamment en continuant ma quête de découvrir tous les jeux Zelda. Sur ce, je vous laisse, c'était Chab, bref, bye les gars.